Ça va être plutôt une conférence et un retour d'expérience. Aujourd'hui, nous allons vous présenter à travers un exemple concret comment on a pu revoir et apporter de la valeur sur le parcours client et tout ça en mode léger et rapide. Et c'est vraiment l'enjeu de vous montrer très concrètement comment on a pu faire ça et on va se présenter très rapidement. On est sur des... Aujourd'hui, pourquoi on veut travailler, quand on veut vous présenter ce retour sur la excusez-moi, je vais me lancer, ça ira mieux dans quelques minutes. Donc on veut vous montrer comment on a travaillé sur ces parcours clients, notamment dans un contexte de transformation digitale, où une entreprise d'un secteur traditionnel est challengée par le numérique et doit se l'approprier pour enrichir sa relation avec les clients. Ces projets-là sont souvent un peu tentaculaires dans les entreprises. On a un SI qui peut être un peu lourd, ou en tout cas un héritage technologique. On peut avoir également aussi une culture d'entreprise, une culture même des clients qui n'est pas encore prête à accueillir effectivement le digital dans sa relation avec l'entreprise. Donc, nous, ce qu'on a voulu faire, c'est vous montrer qu'on peut s'extraire de l'entreprise qui peut être parfois un frein à l'innovation et développer en mode rapide des projets qui vont avoir un impact fort sur le parcours client. Alors on va se présenter rapidement. Donc Sensipod est une agence d'innovation nantaise. On travaille avec les approches design à accompagner nos clients dans la mise en place de dynamiques d'innovation, l'identification et l'accompagnement de projets d'innovation, donc de nouveaux business models, de nouveaux produits, services, et puis la conception de dispositifs digitaux, et c'est particulièrement ce qui nous rassemble avec Sigma. Société Sigma, donc une entreprise de services numériques nantaise qui a 3 expertises métiers, l'édition logicielle, le digital et l'infogérance. On est près de 800 collaborateurs et on a une implantation nationale avec d'autres agences à Paris, Strasbourg, Lyon et Toulouse. Moi, je suis Tissène Bellamidi, on va se présenter tous les 4. Je suis ingénieure commerciale et chez Sigma Informatique depuis 7 ans. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'accompagnement des projets de transformation SI de mes clients. Et je suis accompagnée de Yann Medira, responsable de l'offre infogérance chez Sigma. Donc moi je m'appelle Vincent Pujos, je suis designer de formation, école de design de Nantes, et il y a 14 ans j'ai créé avec un associé Sensipod, et je suis accompagné d'Anaxel Bouilly, UX designer à l'agence, voilà. Et donc tous les 4, avec nos profils complémentaires, on va vous présenter ce retour d'expérience. Donc quelques éléments de contexte. Aujourd'hui on célèbre les 10 ans du Web Today, on est tous concernés quotidiennement par le numérique. Notre appropriation des usages mobiles, des réseaux sociaux, l'apparition d'acteurs tels que Airbnb ou encore Airbnb ou encore Uber, comment je pourrais l'oublier, on nous ont plongé dans un monde où tout est accessible, tout est facile, tout est intuitif et instantané. Ces acteurs viennent bouleverser le marché et menacer les entreprises traditionnelles qui ont tendance à se remettre en question, à s'interroger sur la façon dont elles vont pouvoir apporter de la valeur et conserver leur part de marché. Il est donc nécessaire de s'adapter. Et trop souvent, elles ont tendance à s'appuyer sur des services de R&D et d'innovation qui sont ancrés dans leurs entreprises et confrontées à des freins liés à des process qui sont longs, des projets qui sont lourds et donc qui finalement n'aboutissent pas à satisfaire la demande client. Le paquebot là illustre la lourdeur, hein. Bien évidemment il faut être agile car c'est le fer de lance de la transformation. Alors comment faire quand il y a urgence? Nous, ce qu'on propose à nos clients, c'est tout simplement de s'extraire de ces schémas traditionnels, de s'inscrire dans un mode start-up, de créer son propre mode start-up pour vérifier rapidement que l'idée qu'ils ont imaginée est efficiente et qu'elle va pouvoir apporter de la valeur à leur cible. C'est ce qu'on a fait avec l'un de nos clients, le CPE Bardou, distributeur de fuel, entreprise traditionnelle, donc le fuel ça n'a rien de fantastique. Comment innover, comment apporter plus de valeur. Donc ce qu'on s'est dit, c'est qu'on allait extraire justement un projet de cette organisation, car le CPE Bardou c'est une filiale de Total,
qui subit les process de Total et qui doit se réinventer. Donc avec Sigma et Sensipod et le client et ses clients, nous avons créé un mode projet pour pouvoir répondre à des points de souffrance qui ont été identifiés notamment chez les agriculteurs. Donc le CPE Bardou a 15 000 clients, donc qui fonctionnent en B2B, en B2C. Et le B2B, donc parmi les clients agriculteurs, il y a des points de souffrance liés à la continuité d'activité. Donc en fait, ils fonctionnent avec le fioul, leurs appareils fonctionnent avec le fioul, je ne vais pas vous décrire le métier d'agriculteur, vous connaissez tous très bien. La problématique, c'est qu'ils ne connaissent pas le niveau des cuves de fioul et sont souvent en panne. Dès lors qu'ils passent commande, ils ont une livraison qui se réalise à plus 24 heures ou plus 48 heures selon le moment où la commande est passée. Donc c'est problématique pour eux parce qu'ils doivent s'arrêter de travailler, ils ne peuvent pas réaliser leur métier. Et c'est problématique aussi pour le CPE Bardou. Pourquoi ? Parce qu'il est soumis à des fluctuations liées au cours du fioul et ne peut pas faire bénéficier à ses clients des meilleurs tarifs. Et puis, un problème aussi qui est très important dans sa logistique, c'est l'optimisation de ses tournées. Donc là, comment résoudre ces points de souffrance d'un point de vue organisationnel, comment apporter de la valeur et plus de services aux clients. Les technologies aujourd'hui nous offrent de nombreuses opportunités. L'IoT vient solutionner un grand nombre de problèmes. Et en l'occurrence, nous avons pensé à réaliser un bouchon connecté qui, une fois installé au cœur de la cuve, permet à l'aide de capteurs de mesurer le niveau du fioul. Et c'est grâce à cette information-là qui est transmise, donc bien évidemment sur smartphone à l'agriculteur et au client CPE Bardou. Grâce à cette information-là, la gestion du niveau de fioul est permise et notre client peut optimiser les tournées au regard des fluctuations du cours du fioul. Donc du coup, il y a un gain d'argent pour ses clients. Et puis, il peut optimiser ses tournées, donc effectivement être mieux organisé et améliorer sa productivité. Et l'agriculteur, il n'interrompt pas son service, donc il a un point de souffrance en moins. Donc nous sommes inscrits dans un projet, dans un cycle court, qui en 7 jours nous a permis d'éprouver ce concept de bouchon connecté. Les 7 jours se sont déroulés en 3 phases, donc Think, Build, Succeed. Et donc, ce projet s'est fait sur la base d'une réflexion autour de la convergence, bien évidemment, entre l'usage et la technologie. Donc, faire en sorte que ça matche entre les deux. Et puis, il y a un élément très important qui est le business model. Tout est pensé en même temps, du début jusqu'à la fin. Parce que concevoir un produit qui correspond à un usage, c'est bien. Derrière, que ce soit rentable et que ça permette à notre client de le vendre, c'est autre chose. Donc c'est important d'appréhender ces 3 aspects, usage, business et technologie. Je passe la main à Vincent, qui va parler de la partie tech. Alors, je vais vous détailler ce qu'on a fait sur la première partie, sur cette partie sync, dont l'objectif est de valider le problème. Vous voyez, on a un input technologie, donc on est dans ce qu'on appelle du techno-push, et nous en tant que designer, c'est pas toujours évident de s'approprier, parce qu'on a tendance à partir du besoin de l'utilisateur, et là c'est effectivement de faire cette convergence entre une attente, un problème qu'on a identifié, mais dont on n'est pas sûr que ça corresponde à réellement un segment qui est derrière un marché, et puis cet input technologique. Donc au début on l'a un petit peu oublié, l'input technologique, et puis on est allé faire des études terrain, c'est-à-dire que concrètement, je suis allé dans le camion suivre une tournée de livraison de fuel et Pascal a pu m'expliquer quel était son métier, quelles étaient les contraintes qu'il avait effectivement quand il remplissait des cuves de fuel. Il connaît pas le niveau exact parce qu'aujourd'hui les jauges sur le marché ne sont pas fiables, donc ça arrive souvent que ça déborde, et quand ça déborde dans une exploitation agricole et que vous vous retrouvez avec du fuel par terre, c'est une intervention en dépollution de sol, c'est de l'argent qui est dépensé finalement pour des choses qui n'étaient pas utiles. Donc aller sur le terrain, ça nous a permis aussi d'entendre les utilisateurs, d'entendre les clients, de voir quelles relations ils ont. Et finalement, vous, si vous avez une cuve de fuel chez vous, vous n'allez pas tous les jours dans la cave pour aller regarder le niveau. En fait, vous l'oubliez jusqu'à ce que vous en ayez réellement besoin. Alors sur certaines activités, comme les agriculteurs, c'est critique.
Et c'est ce qu'on a essayé de comprendre. Alors on est allé voir pas que des agriculteurs, on est allé voir un certain nombre de métiers différents. On a fait de la veille complémentaire sur le marché pour essayer de comprendre quelles étaient les tendances d'évolution. On a fait des interviews avec les collaborateurs pour analyser le parcours d'usage et comprendre effectivement quelle était la chaîne de valeur. Et quand on a fait de la veille, ce qui a été intéressant pour nous, c'est qu'on a identifié qu'il y avait 3 startups françaises qui étaient en train de monter des projets IoT de bouchons connectés sur des cuves de fuel pour connaître le niveau. Donc ça, c'était intéressant parce que on avait entendu sur le terrain que c'était un problème, mais avec l'analyse marché, ça nous a permis, et ces signaux faibles, ça nous a permis de valider que le problème, on n'était pas les seuls à l'avoir identifié, et comme le disait d'ailleurs l'intervenant précédent, c'est mieux que d'avoir de la concurrence parce que ça permet d'avoir une meilleure traction de l'innovation. Alors tout ça, je vous ai parlé de parcours client, on va le représenter de manière assez schématique, effectivement, en identifiant les pain points sur le parcours, en analysant aussi les points de contact qui sont positifs, les différentes étapes, on va pouvoir traiter et avec les collaborateurs sur l'étape juste après. Donc le parcours client qu'on vient de représenter, on l'a effectivement amené, on a organisé un atelier qu'on appelle Hackathon Design, pendant une journée et demie. Là on était en cycle très court, ça nous arrive de le faire de manière un peu plus longue, sur une semaine. On a analysé le parcours client et directement avec des clients de CPE Bardou, c'est-à-dire des agriculteurs, là, parce qu'on s'intéressait à cette cible, des partenaires effectivement sur l'IoT, sur effectivement la gestion des dispositifs digitaux, l'équipe Sigma, l'équipe Sensipod et les collaborateurs de CPE Bardou. On a conçu des offres, on a conçu des nouveaux business models pour voir comment ce bouchon connecté allait pouvoir répondre ou non aux problématiques clients. Et donc, on a travaillé pendant une journée et demie. À la sortie de cet atelier, ce qui est très important pour nous, c'est pour ça qu'on appelle ça un hackathon, c'est de concrétiser les idées. C'est pas simplement de rester sur une fiche idée, mais c'est avec les clients de l'entreprise de concevoir une plaquette. Alors vous voyez, il n'y a pas forcément un effort, c'est pas une plaquette finalisée, mais on va travailler le discours, on va travailler effectivement les arguments clés sur et représenter la proposition de valeur à travers une plaquette, avec à la fin même effectivement une offre tarifaire qui découle effectivement du travail du business model avec les clients. Donc ça, c'est ce qui est intéressant à travers ça, de prototyper, c'est qu'on va pouvoir directement donner cet outil à des commerciaux, ils vont pouvoir échanger avec des clients, avec des prospects, sur la proposition de valeur, sur la hiérarchisation effectivement des différents messages, et ça permet très très en amont. Vous voyez, on a fait une journée d'études terrain, quelques interviews complémentaires, une journée et demie d'atelier. Donc voilà, au bout de 4 jours de projet, de pouvoir présenter cette proposition de valeur aux clients et de valider avant même de commencer à développer. Le deuxième élément qu'on a réalisé, c'est une petite application. Elle n'est pas développée, elle a été faite à la main pendant l'atelier. C'est des clients qui l'ont dessinée. C'est ça qui est intéressant, avec des collaborateurs. On était là pour les accompagner, les designers. Il y avait effectivement un Axel, UX designer qui était sur le... Mais on voulait laisser les clients exprimer ce qu'il y avait d'important pour eux sur l'application, quelles étaient les fonctionnalités dans un esprit MVP, donc Minimum Viable Product, voir quelles sont les 2-3 fonctionnalités critiques qui vont directement leur apporter de la valeur. Et ça, après on l'a mis sous Marvel, donc c'est une application qui va permettre, à partir de capture d'écran, de créer des zones dynamiques et de pouvoir suivre le process. Donc ça, c'est un outil intéressant parce que vous le mettez dans les mains, vous l'installez sur le téléphone du patron. Il rentre, il voit des copains, tout ça. Il montre ça. C'est un outil de promotion assez rapide de l'innovation. Les collaborateurs, les commerciaux commencent effectivement à échanger et on crée 2 mécanismes. Un mécanisme un peu de viralité de l'idée et puis un autre mécanisme qui est celui de l'appropriation et du coup, effectivement, la collecte de retours sur la pertinence de tel ou tel élément. Donc sur cette première partie, ce que je voudrais simplement que vous puissiez retenir et qui est important pour nous, qui est toujours important pour nous, c'est
d'arrêter avec les méthodes séquentielles et d'être vraiment en mode collaboratif. C'est-à-dire que sur le terrain, alors là le projet c'est un projet très contraint dans le temps, mais on essaye d'aller sur le terrain avec les clients et avec des regards différents, c'est-à-dire le marketing, la technique, les designers ont des visions du terrain, une analyse du terrain qui va être différente. Et donc face à la même situation, chacun a son prisme lié à son éducation. Voilà. Donc de se mettre aussi dans une dynamique d'open innovation, c'est-à-dire d'impliquer ses clients dans un processus de création d'un business model. C'est pas toujours facile pour une entreprise de se dire je fais le pari, voilà, de les impliquer, alors que c'est très vertueux, parce que ces clients qui sont impliqués, on est totalement sur un business model gagnant-gagnant où chacun va y retrouver. Et puis voilà, cette première phase elle a servi à valider le besoin du client et très rapidement à prototyper pour apprendre et passer avec sérénité à l'étape suivante que Axel va nous présenter. Donc, comme Vincent vous l'a dit, il y a eu un premier prototype qui a été créé. Ce prototype avait pour but de tester la proposition de valeur et les premières fonctionnalités essentielles à l'application auprès du client. Sur la phase build, là on va essayer de développer un peu cette application, de la construire un peu plus en détail, d'approfondir également le business model, de concevoir la communication autour du projet et d'identifier les canaux de distribution importants. Alors, il faut savoir que sur ce type de projet, le pire ennemi, ça va vraiment être le temps. On peut vite partir dans des projets en mode tunnel, qui peuvent durer entre 1 à 8 mois. Donc un projet qui se passe en mode tunnel, on va commencer dans un premier temps à définir les spécifications. On va ensuite créer les mock-ups, puis la charte graphique. Après ça, on va passer tous ces éléments au développeur qui va se charger de l'intégration. Et on passera ensuite au test. Alors il faut savoir que sur ce type de projet, on va partir sur un projet, on va essayer en fait de faire l'application en entier. Là, nous, on n'avait pas le temps de faire ça. Donc, en 3 jours, c'est pas possible de développer toute l'application. Donc du coup, on a essayé de paralléliser toutes ces étapes pour pouvoir sortir un MVP. Donc vraiment le noyau dur de l'application. Donc, pour ça, on a eu 3 jours, ce qui est assez court, mais c'était un beau challenge. On a eu 3 jours pendant lesquels, sur une première étape, on s'est réunis avec les designers, les développeurs, le business designer, la communication et bien sûr CPE Bardou. Et on a repris le parcours d'usage qu'on a essayé de creuser un peu plus en détail. Et après ça, on a essayé de prioriser les fonctionnalités, de trouver vraiment les fonctionnalités de base qui vont faire partie de ce noyau dur finalement. Donc quand on a eu fait ça, on s'est mis en ordre de marche. Donc moi j'ai commencé à créer les mock-ups. En parallèle, j'étais directement à travailler avec le développeur. En fait, dès que j'avais des mock-ups de créer, je lui passais pour qu'il puisse commencer l'intégration. Donc pour ça, moi, j'ai utilisé l'outil Adobe XD. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est assez pratique parce que on peut créer les mock-ups, créer les interactions, et lorsqu'on donne le fichier au développeur, il a directement les spécifications de design qui sont intégrées. Donc lui, ça lui permet de travailler beaucoup plus vite et d'être beaucoup plus efficace dans l'intégration. L'avantage, c'est que comme on travaillait l'un à côté de l'autre, s'il avait une question à me poser, s'il y avait un point sur lequel il doutait, il pouvait s'adresser directement à moi. On gagnait vraiment du temps sur la production. En parallèle, le business designer, la com et le client ont continué à enrichir le business model. Donc ça, on faisait ça vraiment en parallèle et dans la même pièce pour pouvoir faire des points réguliers. L'idée, c'était que si à un moment donné, on estimait que, je sais pas, une fonctionnalité n'était finalement pas si importante que ça, que tout le monde soit au courant rapidement pour qu'on puisse vite rebondir et changer l'application, enfin changer certaines briques de l'application. Donc là, c'était du coup les mock-ups. J'ai oublié de passer ma slide. Donc voilà les mock-ups. On a, pendant le 2e jour, on a continué, même fini de faire nos mock-ups.
L'intégration était bien avancée, donc moi j'ai pu me mettre sur la partie charte graphique finalement, travailler plus sur ça. Donc c'est pareil, en parallèle, le développeur récupérait mes fichiers pour pouvoir l'intégrer. Et du coup, à la fin de la journée, on a pu rapidement rencontrer des utilisateurs pour qu'ils puissent tester les premiers écrans qu'on avait. Donc, l'application n'était pas encore finie, mais voilà, on avait déjà quelques écrans à faire tester, ça nous permettait déjà de pouvoir récupérer des insights, de récupérer des remarques des utilisateurs. Donc le fait de récupérer ces remarques assez rapidement, c'est pareil, ça nous a permis de faire évoluer sans tout casser en fait, de faire évoluer rapidement notre application sans se dire voilà, on a tout à refaire, c'est le gros stress, on n'a plus le temps. Quoi. Donc c'était assez sympa finalement de pouvoir avoir tout le monde autour de la table. Et donc le troisième jour, on a fini l'application. Donc là, ce que vous voyez, c'est l'application terminée. Et on s'est rendu compte, en fait, au bout de ces 3 jours, que le fait de travailler tous ensemble dans une même pièce, ça nous avait permis ça nous a fait un peu grandir finalement, parce qu'on a appris un peu des autres. On a pris conscience des problématiques métiers de chacun. On a avancé en parallèle pour pouvoir faire évoluer au plus vite notre MVP. Et finalement, à la fin de ces 3 jours, on s'est rendu compte que le MVP, on avait rêvé, on a réussi à faire encore mieux parce qu'on était tous ensemble à travailler en même temps. Donc voilà, je vais passer maintenant la main à Yann. Qui va vous parler de l'infrastructure. C'est vrai que dans les projets de développement rapide comme ça, on oublie souvent l'infrastructure. On arrive souvent au bout de chaîne, on n'est pas impliqué au début du projet. Et c'est vrai que le métier de l'infra, c'est un peu quelque chose qui est caché. On a pris cette photo de l'iceberg parce que ça représentait bien en fait la façon dont l'infra est perçue. On voit souvent la face émergée de l'iceberg, l'application, l'usage, les problématiques. Et on voit rarement tous les éléments qui sont quelque part derrière les écrans, derrière l'application qu'utilise l'utilisateur, et qui pourtant sont nécessaires pour que l'application elle fonctionne. Là, on est sur un projet IoT, donc on va avoir des serveurs, du matériel, de l'hardware, etc. Et aujourd'hui, ces éléments d'infrastructure, ils peuvent ralentir la vitesse nécessaire dans le cadre du projet et la vélocité qu'on cherche à avoir dans un développement sur un cycle très court comme ça. Or, si jamais on utilise des thématiques classiques, des outils classiques du système d'information, ce qu'on risque, c'est d'aller se fracasser contre l'iceberg, tout simplement. Un SI, c'est quelque chose qui est très lourd. Si on reprend l'image du paquebot, je ne sais pas dans quel type de structure vous travaillez, mais s'il y a des devs chez vous qui travaillent dans des grands groupes, vous savez qu'en général, le temps qu'on demande quelque chose à l'infrastructure, si on a besoin d'un serveur, d'une ressource informatique, ça peut prendre 4-5 jours si on a de la chance. Si notre demande ne se retrouve pas tout en bas de la pile et qu'elle est oubliée au fin fond du pipe, on se demande, putain, les mecs de l'infra, je ne sais pas ce qu'ils foutent, nous on a 3 jours pour développer notre app et j'aurai peut-être un serveur dans un mois. Et donc cette difficulté-là, ce qu'on propose, et nous dans notre approche, on va chercher vraiment à s'extraire du système d'information classique. Parce qu'en fait, un système d'information classique, c'est un peu comme cette chaîne de montage. Là, donc c'est une chaîne de montage chez Ford, je crois, dans les années 20, où c'est très industrialisé, mais il y a énormément d'actions manuelles. C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir des opérateurs, les uns derrière les autres, qui vont chacun mettre leur coup de tournevis pour livrer quelque chose. Et quand vous demandez un serveur à votre équipe informatique, dans une structure traditionnelle, c'est un peu ce qui se passe. C'est-à-dire que vous avez chaque opérateur, l'admin, le tech du réseau, etc., qui va passer l'un derrière l'autre pour mettre un petit coup de tournevis et vous livrer le serveur qui finalement va héberger votre application. Et ça, dans notre cas, pour cette Bardux, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Les premières solutions qui ont permis d'accélérer un peu ça sur la couche infra, c'est les solutions qu'on va appeler infrastructure as a service. C'est des solutions qui sont bien maîtrisées aujourd'hui et donc qui permettent d'automatiser toute cette chaîne de production. Là, c'est une photo de l'usine Tesla. On peut remarquer qu'on a fait quand même du chemin entre les années 20 et aujourd'hui. Tout est automatisé, il n'y a plus un seul bonhomme sur la chaîne de montage et la voiture elle sort sans qu'il y ait des opérations manuelles qui soient réalisées.
Et ben, sur les infrastructures type infrastructure as a service, dans les fournisseurs de cloud, que ce soit Azure, Amazon, Google, on est sur ces thématiques-là, et donc votre serveur met un quart d'heure à être livré plutôt que 4 ou 5 jours. Et donc nous, ce qu'on préconise premièrement, c'est de s'extraire du système d'information classique de la structure, même si elle dispose d'équipes informatiques. Là, CPE Bardou, c'est une filiale de Total, on aurait très bien pu s'adresser aux moyens informatiques de Total pour nous fournir ces éléments-là. Et non, on préconise au contraire de sortir, de prendre une petite bulle et d'aller chercher ce type de service en mode cloud. Maintenant, ça effectivement, comme je l'ai évoqué, ces services de type IaaS, ce sont des services qui sont bien maîtrisés. On pense que c'est pas suffisant pour accélérer avec le niveau de vitesse dont on a besoin. Depuis quelques années est apparue également la notion de service PaaS, qui sont des services qui sont quelque part à la croisée entre l'application et l'infrastructure. On parle beaucoup de méthodologie DevOps, de culture DevOps, etc. Ces services PaaS, qu'est-ce que c'est ? C'est des petites briques de Lego qui sont à la fois une brique d'infrastructure et une brique fonctionnelle et qui vont vous apporter un service fonctionnel pour l'utilisateur. Là, en l'occurrence, si je reprends l'exemple de CPE Bardou, on a utilisé plusieurs briques PaaS de la plateforme cloud utilisée. Un exemple, ça va être par exemple la gestion des utilisateurs. Gérer la connexion, le pool d'utilisateurs, le fait que si l'utilisateur tape 3 fois son mot de passe, ils doivent le resetter, qu'on lui envoie un mail qui valide, qui reset son mot de passe. Ça, pour les développeurs, développer cette brique-là, ça a zéro valeur ajoutée pour un agriculteur. C'est quelque chose qui est obligatoire pour gérer une app, mais ça n'a aucune valeur. Et donc, on va éviter pour l'équipe de dev d'avoir redéveloppé toute cette partie-là en allant chercher cette brique sur étagère qu'on va consommer dans le cloud. Une deuxième brique qu'on va évoquer, c'est notamment toute la brique de gestion des objets connectés. Sur notre application, si je reprends mon exemple de l'iceberg, l'app, c'est la partie immergée qu'on voit sur la droite. Et en fait, on a tout un tas d'éléments à gauche nécessaires pour que l'application elle fonctionne. Ça part de notre objet, notre cuve de fuel qui est dans le champ. On va y ajouter une puce radio, donc en l'occurrence là, le bouchon connecté qui va être dans la cuve de fuel. Et puis, le bouchon connecté, pour envoyer ces informations, il faut qu'il passe par un réseau, une infrastructure. Donc là, on va utiliser, on le verra, des protocoles basse consommation, Sigfox, LoRa, des protocoles spécifiques de l'IoT. Ensuite, ces données, il faut qu'elles arrivent quelque part. Et donc là, on va retrouver les services du cloud qu'on a évoqués. Et c'est les services de ce type cloud qui vont nous permettre ensuite d'envoyer nos données dans l'application. Et toute cette partie gauche va nous permettre d'accélérer le développement d'applications à travers l'utilisation de ces services. Typiquement, pour le cadre de CPE Bardou, on a utilisé donc la plateforme Azure qui nous a fourni certaines suites IoT qui nous ont permis de gérer notamment la connectivité des bouchons. Tout simplement parce que même si on est sur des protocoles basse consommation, on peut imaginer que dans 2-3 ans, ces bouchons, ils n'aient plus de piles. Et en fait, il faut gérer la transmission des messages, le fait de retransmettre un message si la cuve n'est plus accessible. Et encore une fois, toute cette partie-là, le développeur et l'agriculteur, il s'en fout. Il n'a aucune valeur à développer cette partie métier. Et donc, on va aller chercher la brique sur étagère chez des fournisseurs. Donc là, en l'occurrence, on a utilisé Azure, mais on va retrouver les mêmes types de services PaaS chez AWS ou chez Google Cloud Platform. Et donc, ce qui est important, c'est qu'en plus d'accélérer réellement le développement d'autres applications avec ces services-là, on va aussi être en capacité d'atteindre nos objectifs d'un point de vue business model. Et ça, c'est aussi important de le comprendre. On a souvent tendance à se concentrer sur l'usage et la techno. Dans le cadre des hackathons, et puis on est des techniciens majoritairement, et donc c'est notre grille de lecture. On va chercher à valider que la technologie fonctionne, si on est designer, que l'usage est au rendez-vous, et des fois on peut oublier que le parti business est également viable. Et à travers ces services, on va en fait adapter la structure de coût, donc la facturation du service, au revenu. Et on va être en capacité de ne pas avoir à investir en amont d'argent, mais être en capacité d'aligner le moment sur lequel on va devoir sortir des fonds à travers la structure de coût avec le moment où on va rentrer du cash sur les revenus, ce qui va nous permettre de rester lean vraiment et de ne dépenser que ce dont on a besoin grâce au modèle de facturation de ce type de service. Et ça, c'est également un élément qui va nous permettre globalement
à travers le processus de design thinking et la méthodologie, sur l'ensemble du cycle court, valider la technologie, l'humain désirable, mais également le business model et la structure. Parole à Vincent qui va vous expliquer la façon dont par la suite on a pu valider l'ensemble des éléments, des canaux de distribution et de la commercialisation une fois la phase de build concrétisée. Donc vous voyez, finalement, à travers ces 2 premières étapes qui ont été assez courtes, en temps consommé, quasiment 2-3 jours sur la première, 3 jours sur la deuxième, on est allé vite, et la phase succide, c'est la phase où on va effectivement mettre dans les mains de nos clients, de nos utilisateurs, l'idée géniale qu'on est persuadé de porter. Et c'est là où, si on n'a pas anticipé, on peut perdre beaucoup de temps, parce que autant sur la technique, comme vous l'avez vu, sur les phases de validation amont, on est capable de travailler en cycle court. Si on ne l'a pas prévu, ça peut être très compliqué et on peut perdre beaucoup de temps sur la phase de commercialisation. Alors ça, je vais vous raconter une petite histoire pour voir la façon dont on a fonctionné. Il y a 12 ans, on a travaillé pour une entreprise de mobilier de fleurissement urbain et qui nous a demandé de designer une gamme de 10 nouveaux produits. Ils ont été présentés au Salon des maires et ont remporté quand même un certain succès. Il y a eu des ventes qui ont été réalisées directement sur le salon et ce n'était pas courant. Donc nous, on était très contents, designers. On est allé voir les commerciaux qui étaient sur le salon pour leur dire, pour leur demander un peu ce qu'ils en pensaient. Et leur réponse quasiment unanime, c'était de dire c'est moche. Bon, c'est vrai, ça se vend, mais c'est moche, moi j'aime pas. Bon, on était un peu surpris, un peu déçus aussi. Et on a essayé d'analyser, de comprendre pourquoi ils disaient ça. Et ce qu'on en a retenu, c'est que finalement, on ne les avait pas intégrés en fait, dans le processus d'innovation. On les avait laissés de côté et en fait, on leur a imposé de vendre ces produits sur le salon. C'est pas une posture forcément toujours facile pour des commerciaux de devoir s'approprier un nouveau produit, un nouveau service, de devoir le vendre, alors que d'autres produits fonctionnent déjà bien. Et ça, ce qu'on en a retenu, c'est de dire finalement, si on n'implique pas le commerce, si on n'implique pas nos futurs distributeurs très tôt dans le processus d'innovation, on se plante, on perd du temps, et il n'y a pas d'adhésion, alors que les commerciaux sont quand même les futurs ambassadeurs de nos innovations. Donc il faut absolument, dans le mode collaboratif, les impliquer très très tôt. Donc, vous avez vu, on a repris le schéma qu'Axel vous a présenté tout à l'heure, et l'idée c'est qu'effectivement, on va être un peu plus en mode itératif et intégrer la com, le design, les développements. Alors, très rapidement, les métiers structurants, quand je dis la communication, ça peut être le marketing, vous l'avez vu déjà dans la construction des supports de communication, et effectivement, le commerce pour, dès la première phase, la phase sync, finalement commencer à réfléchir sur les canaux de distribution, sur la façon dont on va déployer ce futur produit, ce futur service. Et ça, c'est assez capital pour de préparer vraiment en amont, sur ces premières phases Sync et Build, de préparer tous les processus d'acquisition de clients. Alors, c'est pas du tout le même cas. Effectivement, quand on est une banque, une assurance, qui a 1 million, 10 millions de clients captifs et se dit je revois mon parcours client pour conserver mes clients, qu'une start-up qui démarre avec 0 client et qui doit pousser effectivement son offre à son service. Dans le premier cas, effectivement, on est plutôt dans un contexte où on va chercher à identifier quels sont les canaux de communication qui vont nous permettre, dans un premier temps, de pousser notre offre auprès de cibles prioritaires dans nos clients existants. Dans le deuxième cas de la start-up, c'est effectivement comment je vais acquérir ces nouveaux clients. Donc, normalement, à la fin de la phase build, on a quand même, comme on vous l'a pu vous montrer, une proposition de valeur, un pricing aussi qu'on a pu tester, vous l'avez vu sur la plaquette, et puis ces cadeaux. Cette proposition de valeur, comment la tester? On va la tester très tôt à travers une plaquette, à travers une landing page, à travers des outils qui matérialisent le discours, qui matérialisent l'offre, les services que l'on porte. Ça, c'est intéressant. Vous l'avez vu, de la co-construire avec des clients. Ça permet d'avoir un premier noyau dur de clients avec qui on va entamer une relation forte. Et donc, à la fin de la phase build, normalement, cette proposition de valeur est testée. Le pricing,
pareil, vous pouvez utiliser une landing page, vous pouvez utiliser effectivement une plaquette, vous pouvez utiliser des méthodes d'A/B testing, que vous envoyez un email avec, auprès de vos cibles avec des pricing différents pour voir quelle est la fourchette d'acceptation. Est-ce que le prix peut être quelque chose de rédhibitoire ou a une influence effectivement dans l'acte d'achat. Sur CPE Bardou, l'équipe au début avait dit mais non, c'est pas possible de vendre le bouchon connecté et de vendre ce service-là, parce que sur le fuel, on est sur une activité qui est quand même assez concurrentielle. Alors c'est le cas effectivement pour les particuliers, mais dans le cas d'agriculteurs, la facture annuelle d'un agriculteur, c'est à peu près 10 000 € de fuel. Donc ça représente quand même un budget assez important, et là on parle d'un agriculteur de taille moyenne. On a estimé, et vous avez vu tout à l'heure, un des points principaux, c'est que, ce que je vous ai exprimé, c'est que les jauges sur le marché n'étaient pas fiables. Donc on a décidé d'acheter la jauge la plus fiable du marché, la jauge et de la connecter. Et on a estimé que le coût de cette jauge était à peu près de 200 €, une centaine d'euros d'installation, voilà, donc le coût brut du produit, voilà, à peu près 300 €. Après, il y a effectivement tous les services proposés à travers l'application. Et donc, on est parti sur un business model en se disant, finalement, on va avoir un engagement sur 4 ans, et puis on va mettre un abonnement à 10 € par an. Donc, ça fait une augmentation de 120 € sur un prix de 10 000 €, autant dire que c'est pas grand-chose. Et quand on l'a testé, ça, auprès d'agriculteurs, ils ont vu qu'effectivement, ça évitait la cuve déborde lors du remplissage, que ça évite, quand vous vous faites voler, siphonner votre cuve, qui peut être parfois en plein milieu des champs, en pleine campagne, vous faites siphonner. S'il y a une alarme qui sonne, dès que le niveau baisse de manière intempestive, il y a une alarme qui sonne, ça vous permet d'être réactif, vous pouvez directement envoyer un service avec appel à la gendarmerie, voilà. Donc, en fait, un certain nombre d'avantages, de piloter son niveau de cuve, ça ne pouvait pas être fourni de manière gratuite. Parce que ça a une valeur, au-delà de la concurrence, ça a une vraie valeur et c'est un service que les clients ne comprenaient pas. En tout cas, les clients qui étaient en atelier ne comprenaient pas que ça puisse être gratuit parce que ça a de la valeur et tout ce qui a de la valeur se paye. Et en général, la valeur gratuite, bon, c'est le cas de Google. Google apporte beaucoup de valeur dans nos usages quotidiens. C'est gratuit, mais finalement on paye parce qu'on leur donne nos données. Donc, les agriculteurs préfèrent effectivement avoir une relation franche, vous apporter de la valeur. Voilà. Donc on a testé effectivement ce pricing. Et puis pour tester les canaux, dans le cas effectivement de CPE Bardou, qui a un certain nombre de clients avec qui il engage des discussions en général plutôt sur des timings, des plages horaires très traditionnelles, téléphoniques, donc présence de salariés dans l'entreprise. L'agriculteur il commence sa moisson à 5 h du matin. Quand il s'aperçoit qu'il n'a plus de fuel, il faut être réactif. Il faut pouvoir avoir d'autres canaux d'échange. Donc effectivement, pouvoir communiquer par SMS, pouvoir communiquer avec une application et engager la discussion avec la marque sur des canaux différents. Donc sur cette phase, effectivement, sur les phases build et succide, on va tester ces différents canaux. Quels sont ceux qui correspondent le plus aux pratiques de la cible? Et ce qui est intéressant, c'est aussi de regarder des études des marchés. Et le secteur de l'agriculture est un secteur très digitalisé, sur lequel notamment la pratique du SMS et même l'usage, la conversation avec des chatbots pourrait complètement être envisagée. Et c'est des pistes effectivement d'évolution future de l'application pour automatiser la relation client. Et pour autant, il y a besoin effectivement d'avoir des rendez-vous clients parce que c'est un métier de contact, c'est un métier de proximité. Mais on offre avec ces nouveaux canaux de discussion et des canaux de promotion de l'innovation, une nouvelle relation dans le parcours client. Donc, comme je vous le disais, c'est important de pouvoir tester cette proposition de valeur, ces canaux, le business model, tout au long du projet, parce que ça va être pour vous une manière d'apprendre. Et si vous attendez la fin du projet pour dire, bon, maintenant, on va penser au marketing, on va penser à la communication, on va faire la plaquette, vous ne faites pas il n'y a pas d'apprentissage qui est fait pendant le projet et vous arrivez effectivement, vous vous lancez dans le bain directement sans avoir appris de toutes ces relations clients. Et ce qui est le deuxième avantage, c'est que les clients qui ont été interrogés, qu'on a vus,
sont des early adopters, des clients qui sont déjà convaincus, pour qui le besoin est immédiat. Donc ça aussi c'est intéressant parce que quand vous faites de l'acquisition de clients pendant le projet, c'est quelque chose qu'on pratique beaucoup avec les startups, dire comment je vais acquérir tout au long de mon projet, qui peut durer parfois 2 ans, pendant 2 ans je vais commencer à acquérir des clients progressivement et apprendre à leur contact. Donc vous voyez, sur la phase succide, on a pu rentrer en contact avec quelques premiers early adopters. C'est les clients les plus faciles à obtenir puisqu'ils sont déjà convaincus, il n'y a même pas besoin quasiment de leur proposer la plaquette parce que la peine qu'ils ont est suffisamment forte et votre offre est bien calibrée par rapport à leurs attentes. Donc ça, voilà, c'est le premier canal, il est facile. Ce qui va être important, c'est de bien identifier les points de contact dans votre cœur de cible et de voir effectivement par quels canaux vous allez pouvoir communiquer avec eux, quels sont les mécanismes de viralité que vous allez pouvoir mettre en place pour que cette poignée de early adopters, effectivement, puisse aussi participer à la promotion de votre service. Donc là, ça peut être des mécanismes où, effectivement, vous allez leur donner des réductions sur le tarif, leur donner des mois gratuits, par exemple, sur l'abonnement. Ou là, ce qu'on a imaginé effectivement avec ces deux Bardou, c'est un système de points. On part sur un abonnement, plus il commande de fuel, plus effectivement il gagne des points, et plus il recommande le service, plus également il gagne de points. Et puis effectivement, comment industrialiser effectivement ces canaux d'acquisition de clients et quelle mécanique on va mettre en place. J'entends par industrialiser. Est-ce qu'on va faire des campagnes Google AdWords pour pouvoir se positionner en avant par rapport à la concurrence et effectivement gagner en visibilité? Comment je vais être capable, si j'ai digitalisé effectivement mon service et l'abonnement à mon service, comment je vais faire en sorte que je puisse prendre en charge mes clients très tôt, dès qu'ils arrivent sur mon site web, dès qu'ils arrivent là. Et là, effectivement, aujourd'hui, on travaille par exemple beaucoup avec des structures comme iAdvise, qui sont spécialistes de la relation client et qui sont capables d'engager sous différents canaux de prendre en charge tout le relationnel client et de manière précoce. Alors pour finir, et puis après on laissera la place aux questions s'il y en a, ce qu'on voulait vous faire passer comme message aujourd'hui, c'est que vous voyez, on travaille dans des contextes d'entreprises très différents. Des grosses entreprises, des moyennes, des entreprises où la culture du numérique n'est pas forcément développée. Parfois il y a une très grande maturité du digital avec un SI assez structuré, mais par exemple dans des banques, le digital est déjà très présent, mais le SI est quelque chose de compliqué dans lequel on peut avoir peur de mettre les mains, et souvent le porteur de projet se retrouve un peu avec cette complexité décisionnelle, culturelle, et là ce qu'on voulait vous dire, c'est que ces projets d'innovation au service du parcours client, mais pas que, il faut les porter comme on vous l'a montré, en s'externalisant, en sortant un petit peu en mode start-up, en mettant l'équipe projet en mode start-up, en allant chercher des compétences externes, en sollicitant les collaborateurs, les clients, pour créer de la valeur, pour aller rapidement explorer aussi des directions qui sont peut-être un peu différentes de la stratégie habituelle de l'entreprise, et ça, le faire rapidement, et souvent le faire avant qu'il soit trop tard, parce que dans certains secteurs, il y a des startups qui se comportent comme ça, qui challengent complètement les métiers, comme vous avez pu le voir au début, et c'est un vrai risque pour les entreprises qui ne bougent pas. Donc, je vous remercie à tous, on vous remercie à tous pour votre attention, et puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.